Donc, je disais, l'appel de fonction va utiliser une fonction qu'on appellera call. Donc, call, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement prendre l'adresse de la prochaine instruction et va l'empiler dans votre pile pour pouvoir restaurer le contexte une fois que vous avez fini votre fonction. Donc, au niveau de la pile, on va décrémenter la valeur de ESP de 4 octets. Pourquoi? Parce qu'une adresse généralement va occuper 4 octets. Et on va sauter vers l'adresse qui lui a été passée en paramètre. Donc ensuite, l'exécution va sauter vers la nouvelle fonction. Donc le registre qui pointe vers la prochaine instruction à exécuter va pointer vers l'adresse de la nouvelle fonction. ESP, généralement, il pointe alors dans le stack sur l'adresse de retour de la fonction, c'est-à-dire tout simplement à l'adresse à laquelle on reprendra l'exécution après, une fois qu'on aura fini l'exécution du call. Donc l'adresse de retour se fera à travers l'instruction ret. Il faut savoir que ret prendra l'entrée de votre adresse qui est pointée par ESP. Une fois que vous allez faire le ret, donc on récupère la valeur du registre pointé par ESP. Ensuite, on va désempiler votre pile et exécuter un saut jusqu'à l'adresse de retour. Donc c'est ce qu'on appelle la restauration d'un contexte. Donc c'est pour ça qu'en généralement on vous dit qu'il est toujours important que ESP pointe vers l'adresse de retour au moment où on exécute le ret. Parce que si vous n'avez pas la bonne adresse de retour du ret, vous allez avoir ce qu'on appelle un bug. Et généralement, c'est ce qui est exploité en matière de buffer overflow pour pouvoir invoquer d'autres fonctions ou bien d'autres fonctionnalités en dehors de celles qui sont autorisées par le système. Il faut savoir que la paire call et ret, de la même manière que putsch et pop, vont modifier de manière quasi automatique le registre ESP. Donc ce n'est pas à vous d'aller dire, voilà, je vais faire un pop ou bien je vais faire un putsch ou je vais faire un call, il faut que je modifie ESP. Il faut savoir que si vous devez passer des paramètres d'une fonction, la méthode la plus facile ou bien la plus courante consistera à empiler l'ensemble de vos arguments à l'aide de la fonction putsch. Donc là, ça va être uniquement des valeurs numériques, bien des adresses, avant de faire le call. Une fois que vous allez faire votre call, les arguments auront une taille de 4 octets et ils vont suivre l'adresse qui a été mise dans votre ESP. Alors, une fois que vous avez exécuté votre call, donc au moment où vous allez faire votre exécution, donc rentrer dans la sous-fonction que vous avez invoquée, ESP va pointer sur l'adresse de retour, donc ce qui vous permettra de restaurer votre contexte. Le stack sera étendu vers les besoins du développement, et une fois arrivé à la fin de la fonction, ESP ne pointera plus sur l'adresse de retour de la fonction. Donc là, il va falloir faire une addition entre ESP et le nombre d'octets réservés sur la pile pour revenir vers votre valeur d'origine. Donc là, vous allez pointer vers votre adresse de retour de fonction. C'est un travail qui est quand même assez compliqué si vous devez noter chaque allocation de la mémoire au niveau de la pile. Donc pour cela, généralement, on va procéder d'une autre manière. On va essayer de sauvegarder ESP. C'est pour ça qu'on parle de sauvegarde de contexte. Ça vous évitera de faire les calculs à chaque fois de manière manuelle. Lorsque vous rentrez dans la fonction, donc vous allez avoir cette sauvegarde et vous allez restaurer cette sauvegarde à la fin de la fonction. Et là, vous allez voir ça plus tard, comment est-ce qu'on fait cette sauvegarde et comment on fait la restauration. Donc, là, pour faire la sauvegarde, évidemment, on va utiliser le registre EBP. Donc, on va, si vous voulez, sauvegarder EBP au niveau de notre pile. Ensuite, on va sauvegarder ESP dans notre registre EBP. Et à la fin de la fonction, à la fin de l'exécution de la fonction, on va restaurer la valeur de ESP grâce à EBP. Donc, on prend la valeur de EBP et on la met dans ESP avec tout simplement un pop. Et en faisant ça, on va libérer tout l'espace qui a été consommé au niveau de la pile. Donc, tout ce que vous auriez pu empiler dans la pile pendant que vous exécutiez votre fonction sera vidé uniquement en faisant cette restauration. J'espère que vous n'avez pas de questions. Ben, puisque vous ne parlez pas, c'est que vous n'avez pas de questions. On va poser la question. Chelois, vous êtes là?
Je le vois une fois. Je le vois deux fois. Alors, vous avez des questions? Oui, non, peut-être. Vous m'entendez au moins? Alors, alors, Zakaria pose la question dans le cas de plusieurs fonctions récursives. Alors, ça va être le même traitement qui va se faire de manière récursive. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir à chaque appel de fonction, vous allez restaurer le contexte, sauvegarder le contexte. Ensuite, vous faites un deuxième appel de fonction, vous allez sauvegarder le contexte. Et au moment où vous allez quitter la récursivité, c'est là que vous allez restaurer à chaque fois. C'est pour cela qu'à un moment donné, on vous disait que même si vous faites de la récursivité, sur certaines architectures, la profondeur de la récursivité a une limite. Parce que vous risquez de faire un dépassement au niveau de votre pile. Et donc de cracher votre système. Alors, si c'est bon, on va passer à autre chose. Alors, je vous demanderai de bien vouloir ouvrir votre machine virtuelle. Alors, pour ouvrir votre machine virtuelle, attendez, je cherche ma machine virtuelle. Alors, normalement, vous avez tous reçu un fichier qui ressemble à ça, M2 SSI. Donc, ce fichier, vous êtes censé l'importer. Donc, pour l'importer, c'est simple, vous faites un double-clic sur le fichier. Bon, j'espère que vous l'avez fait avant parce que c'est une opération qui prend du temps quand même. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre VirtualBox. Si quelqu'un a du retard, qui me prévient, s'il vous plaît. Parce que là, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que vous faites. Donc là, vous allez démarrer tout simplement votre VM. Ce serait drôle si la mienne ne démarre pas. Ah, normalement, vous avez ça. C'est bon pour tout le monde? sûr, juste 2 minutes. OK. Bon, en attendant, on va avancer un peu dans le cours. Alors, donc pour la partie qui va suivre maintenant dans le cours, nous allons nous intéresser à tout ce qui est buffer overflow sous les architectures Windows 32. Alors, ce n'est qu'une introduction, une première introduction. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de la recherche de l'exploit, puisqu'on est en train de s'intéresser à tout ce qui est sécurité applicative. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs plateformes d'exploitation telles que Windows XP, SP1, SP2, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, les Windows Server allant de 2003, 2008, etc., Linux, macOS, et plus récemment tout ce qui est OS mobile avec des chipsets ARM, etc. Alors, il faut savoir que généralement, c'est une course en quelque sorte, ou c'est une compétition entre les attaquants et les défenseurs. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette course entre attaquants et défenseurs? Pour la raison la plus simple,
c'est qu'au départ, le buffer overflow, c'était quelque chose qui était très simple à faire. On réussissait à faire un buffer overflow avec 2 ou 3 instructions et on arrivait à cracher beaucoup de systèmes. Seulement, les défenseurs ou bien les concepteurs de systèmes, donc, essayent toujours de se protéger. Comment est-ce qu'ils essayent de se protéger? En mettant en place ce qu'on appelle des techniques d'atténuation, telles que tout ce qui est NX, DEP, ASLR, stack cookies, etc. Et là, vous êtes en train, ce que vous voyez au niveau de la diapo, c'est que par exemple au niveau de Windows XP, que ce soit SP1, SP2 ou autre, on arrivait à faire des buffer overflow simples. Au niveau de Windows Vista, avec les différents services packs, ils ont mis en place des mécanismes de sécurité tels que le SEH et le Safe SEH. Les pirates sont arrivés à contourner ces mécanismes. Donc, ils ont mis en place au niveau de Windows 7, 8 et 10 tout ce qui est NX et DEP. Au niveau des Windows Server, ils ont mis en place les mécanismes ASLR. Donc, il y a une évolution constante, que ce soit au niveau des techniques d'attaque ou bien au niveau des techniques de défense. Au niveau de notre cours, on va commencer par voir les techniques les plus rudimentaires pour faire un buffer overflow, parce que malheureusement, pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas ces techniques. Par contre, si on a assez de temps, on essaiera de voir des méthodes un peu plus, des techniques plus avancées, dont la maîtrise est assez compliquée pour des débutants. Seulement, n'ayez crainte, si vous arrivez à comprendre le principe de base, il sera très facile pour vous de maîtriser et de pratiquer avec un bon niveau de maîtrise les techniques les plus avancées. Donc, au niveau de notre cours, ce qu'on va commencer par utiliser pour la première partie, c'est un Windows XP avec son service pack. On va travailler avec Immunity Debugger. On va utiliser un VirtualBox. Éventuellement, on va utiliser Metasploit. Mais pour le moment, bon, ce sera quand on avancera un peu plus dans le cours. Un petit rappel, si vous vous rappelez, on avait dit que la pile est une zone de stockage temporaire. Alors, comment se présente un programme dans la pile? On avait dit qu'il y a les arguments des fonctions, il y a les adresses de retour et il y a les variables locales. C'est ce qui nous intéresse. Vous allez voir par la suite qu'il y a d'autres parties qu'on va carrément ignorer. Que la pile était une structure de données organisée en LIFO et que quand on empilait des données dans la pile, on parlera de l'opération putsch. Quand on va dépiler, on parlera de pop. En fait, je suis en train de raconter tout ça en attendant que vous soyez prêts parce que certains d'entre vous m'ont dit, monsieur, on n'est pas encore prêt. Donc, si vous êtes prêts, envoyez-moi un message ou bien parlez pour dire qu'on est prêt, que je puisse commencer. C'est bon, monsieur. C'est bon, vous êtes prêts? Ok, parfait. Ok, donc alors, on revient vers notre programme. Alors, essayez d'explorer un peu votre machine virtuelle et dites-moi qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous trouvez. Faites une petite recherche, je ne sais pas moi, démarrer. Qu'est-ce qu'il y a installé comme programme dessus? Alors, Mademoiselle Kebourg, que contient votre machine virtuelle? Monsieur, juste 2 minutes parce que ça bloque. Il y a EasyPHP qui est déjà installé, je vois depuis votre D'accord. partage. Juste 2 minutes, monsieur. Ok. On attend votre collègue encore 2 minutes. Alors, Monsieur Citois, dites-moi, que fait le programme que vous voyez à l'écran? Je dois le lire, monsieur. Il est à l'écran, vous pouvez le lire, hein. Il est affiché. Normalement, il est facile. Vous pouvez lire et expliquer en parallèle, hein. Bon, il y a une déclaration d'une fonction, D'accord. La fonction, elle fait quoi? créer une variable. D'accord.
C'est Ensuite, deux variables, et puis on va retourner un. La avec- deuxième, déclarer uniquement les variables ou leur affecter des valeurs aussi? non, affecter des valeurs, bien sûr. D'accord. Et le programme principal, il fait quoi? Euh, il déclare une variable pour donner un nom à la fonction, Mhm. et puis une deuxième variable locale. Il fait appel à la première fonction déclarée. Il retourne un Ok. star. Donc, c'est un programme assez simple, non? Oui, Il n'y a rien de compliqué dedans. oui. Ok, parfait. Mademoiselle Kibor, vous avez terminé. On peut continuer. Oui, monsieur. Alors, Maria, ouvrez votre poste de travail. Oui. Allez vers le dossier C. Ensuite, ouvrez My Tools. Que contient votre dossier My Tools? Aventure.txt, hello.txt. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Monsieur Deragi, est-ce que vous êtes d'accord avec Mademoiselle Belkhair? Je crois que oui. Vous pensez que oui? Ah, vous me décevez, Deragi. Tefahi, Monsieur, je n'ai pas la VM. pourquoi vous n'avez pas la VM? J'ai tenté de la télécharger 2 fois, j'ai eu 2 erreurs. Et ça me prend presque 10 heures pour la télécharger, donc Alors, que devra dire la personne qui l'a uploadé? euh, il a uploadé sur Mega pour ma défense. Pour pour vous acculer plus, je vous dirais qu'en Algérie, le débit ascendant, pour que ce soit du 1 méga, du 2 Oui, méga, du 4 ou du oui, 8, ça reste toujours du 1 méga. oui, La je sais. vitesse d'upload est toujours 1 méga pour tout le monde. Donc, bref, c'est pas méchant. Alors, je vous poserai la question suivante, Monsieur Tefahi. Vous êtes en train de voir l'écran partagé ou non? Oui, bien sûr. Avez-vous déjà vu un fichier TXT qui a une taille de 750 mégas Non. et un autre qui a une taille de 3,30 mégas? 3,35, c'est acceptable, mais 700 mégas, c'est louche. Ah, alors, si c'est louche, ça peut être quoi alors? Euh, Monsieur Hanno, Peut-être on va que laisser la suite aux autres. Monsieur Hanno, Hanno, une fois. Oui, monsieur. Alors, Oui, votre camarade Tefahi a dit qu'on ne peut pas avoir oui, un monsieur. fichier TXT de 750 mégas. À la limite, 3,30 mégas, c'est acceptable, mais ça reste quand même louche, selon lui, hein. Est-ce que vous partagez son avis? Je vous ai pas entendu, pardon. Alors, je disais, est-ce que vous êtes dans le dossier C'est My Tools? Monsieur Hanno, Pardon? êtes-vous sur le dossier My Tools? Oui. Alors, vos camarades ont dit que Ah la non, taille de ce j'ai fichier, pas la VM. vous n'avez pas la VM. Ok, on passe à quelqu'un d'autre. Monsieur Djelloli, est-ce que vous avez la VM? Oui, monsieur, je l'ai. Alors, vous voyez que les deux fichiers ont une taille anormalement grande. Comment vous pouvez interpréter ça? Peut-être il y a quelque chose de caché dedans. Quoi? Ouais, un programme, sûrement. Ah ben, c'est à vous de me dire. Ah, Expliquez-moi. je dois trouver lequel. Je sais pas. C'est à vous de me dire c'est quoi. C'est quoi le problème? Ah, Alors, sûrement. je Je pose vous la ai- question à monsieur ou madame S. Petit S. Je sais pas c'est qui, mais bon. Monsieur ou madame Petit S. Alors, mademoiselle Chelois, est-ce que vous avez la VM? Oui, monsieur. Alors,
À votre avis, que contient ce fichier? Il y a sûrement quelque chose de caché. Et Oui, ça ça on doit le être une sait. date de 3. Ça on le sait, mais c'est quoi? C'est ça votre travail. On est dans un module de sécurité applicative. Donc c'est à vous de me dire. Alors, il faut savoir que généralement, dans ces cas de figure, on sait que la taille est un indicateur sur les contenus. On va commencer par le fichier le plus simple. Il s'appelle Hello World. C'est bien ça. Il a une taille de 3,3 mégas. Alors, qu'est-ce qui peut avoir une taille de 3,3 mégas? Est-ce que c'est un film? Jibrila, Indiscutable. est-ce qu'un film peut avoir une taille de 3,3 mégas? Monsieur Jibrila. Ceux qui n'arrivent pas à parler par micro peuvent utiliser le chat. Donc, vous pouvez écrire. Un fichier exécutable, monsieur. Alors, ça peut être un exécutable, ça peut être un fichier zip, ça peut être une image, mais ça ne peut pas être un film. Tout simplement parce que un film, c'est un peu plus volumineux. Donc, on peut déjà déduire que c'est un faux fichier TXT. Maintenant, pour connaître l'extension du fichier, vous avez le choix. Soit vous allez ouvrir votre machine sous Kali, machine Kali. Donc, je vous ai prévenu la dernière fois, vous deviez avoir Kali à votre portée. Ensuite, vous devez copier votre fichier dans la VM Kali et exécuter la commande file, nom du fichier. Bon, ouvrez vos machines Kali parce que vous en aurez besoin par la suite, hein. Monsieur, Oui, pouvez s'il vous plaît répéter la procédure que la machine ouvrez Kali, tout simplement. Ah, Au niveau de votre Kali, vous faites file. Bon, pardon.
Alors, ce que vous allez faire, c'est ls. Ensuite, pas ls, qu'est-ce que je raconte? Vous faites file, espace, nom du fichier. Bien sûr, au préalable, il faudra copier le fichier dans... Vous devez copier votre fichier sur votre machine Kali, chose que je n'ai pas faite. Bon, ça prendra 30 secondes. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez ouvrir votre fichier. La souris. Mais, monsieur, si on l'ouvre le fichier, l'exécutable sera exécuté. Pas forcément. Je suis en train de l'ouvrir. Est-ce qu'il a été exécuté? Il a une extension .txt, donc il ne peut pas s'exécuter. Voilà. Est-ce qu'il s'est exécuté? Ah non. Il n'a pas la bonne extension pour que l'interpréteur sache que c'est un exécutable. Alors, quand on ouvre le fichier, qu'est-ce qu'on remarque? Une chaîne de caractères. This program cannot be run in DOS. C'est un exécutable. J'ai rien compris. Monsieur, c'est un exécutable parce que Parce que on voit cette chaîne de caractères. This program cannot be run in DOS mode. C'est les exécutables qui ont cette. imaginez que ce n'est pas un exécutable et que quelqu'un l'a rajouté. C'est vraiment pas une probabilité. Et c'est les autres qui commencent le programme, c'est MZ. Voilà. L'indicateur que vous devez avoir, c'est ça. C'est les deux premiers caractères. Alors, les deux premiers caractères que vous voyez au début du programme, comme l'a dit votre camarade, c'est le MZ. Alors, à chaque fois que vous voyez un MZ au début d'un fichier, ça veut dire que le fichier est un exécutable. Et effectivement, le fichier en question est un fichier exécutable. Alors, ce n'est rien d'autre qu'un programme assez connu qui s'appelle voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce programme? Oui. Qui a dit oui? Je regarde. Moi, Boutiba. D'accord, Bouti va patienter un peu. Les autres, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce programme? Oui, Ah, c'est Draya. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Monsieur, j'arrive même pas à lire. Vous n'arrivez pas à lire. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire? Le nom du dossier, enfin du fichier. J'arrive pas à le lire. C'est trop petit, ou bien c'est flou, c'est quoi Trop le problème? petit. Non, monsieur, c'est trop petit. Ok. Voilà. Je vais vous l'écrire en plus grand. Comment on zoome déjà? On ne peut plus. Non, ça change. Alors, le nom, c'est TrueCrypt, je connais pas. voilà. Je connais pas. D'accord. Seba, est-ce que ça vous dit quelque chose? Monsieur Arnaud, est-ce que ça vous dit quelque chose, TrueCrypt? Non.
Alors, vous êtes devant vos machines, non? Vous avez Internet. La moindre des choses, c'est de faire une petite recherche. Là, je m'adresse à tout le monde, à ceux qui ne connaissent pas. C'est l'avantage de faire un cours en ligne, c'est que vous avez Internet. Alors, il est un peu plus, c'est un peu plus que BitLocker. Ce n'est pas le même principe. Alors, on attend uniquement que vos camarades fassent une petite recherche. Ensuite, je vous explique c'est quoi. J'aimerais bien que ceux qui ne savaient pas puissent au moins le savoir par eux-mêmes. Monsieur, Oui? juste pour faire la différence en copie sur Kali, monsieur, Pardon? juste pour copier le fichier sur Kali que vous avez. Oui. Il faut avoir des dossiers partagés entre les deux machines. Soit vous faites un dossier partagé, soit vous copiez sur un flash disk, ensuite vous le pluguez sur Kali. Vous avez mis un choix pour faire les copies. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Monsieur Hanno? Oui. Alors, c'est quoi? C'est un système de fichiers qui permet de crypter toutes sortes de fichiers en créant un disque virtuel. D'accord. En quelque sorte, c'est ça. Alors, il faut savoir que TrueCrypt, c'est quoi réellement? C'est tout simplement un outil de chiffrement. Cet outil de chiffrement, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet soit de créer, de chiffrer votre disque dur dans sa globalité, donc de telle manière à le rendre inaccessible parce qu'il utilise des algorithmes de chiffrement qui sont assez robustes, notamment du AES 256, du Bluefish, du Twofish. Il vous permet de créer, de chiffrer des supports externes, que ce soit un flash disk, un disque dur externe, un flash, une carte mémoire ou autre. Il vous offre aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des disques virtuels. Un disque virtuel, c'est quoi? Ça veut dire, imaginons que moi, je dispose d'un disque dur unique. Et j'ai pas envie de le partitionner, mais j'ai des données que je veux cacher à d'autres. Donc, avec TrueCrypt, je peux créer un disque dur virtuel, mais qui ressemble à un fichier. Donc, je crée un fichier. Je lui dis, ce fichier doit être une partition cryptée. Donc, il n'y aura que TrueCrypt qui pourra identifier le fichier en tant que partition cryptée. Il va lui donner une extension .tc pour dire extension TrueCrypt. Et ça va être un fichier qui lui-même représente une partition cachée. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer des partitions invisibles ou bien des partitions visibles. Donc, voilà grosso modo ce que vous permet de faire TrueCrypt. Donc, c'est un outil qui permet de chiffrer des données, de cacher des données, que ce soit sous forme de disque dur virtuel assimilé à des fichiers ou bien sous forme de disque dur dans leur globalité ou bien de chiffrer une partition d'un disque dur. Aussi, quand il vous permet de chiffrer la partition d'un disque dur, vous pouvez la rendre comme partition visible ou bien comme partition invisible. Malheureusement, vous allez remarquer que TrueCrypt ne peut plus s'installer sur Windows 7, ni sur Windows 10, ni ailleurs. Il faut savoir que TrueCrypt a eu des démêlés avec la justice américaine suite à
un problème qu'il y a eu avec un cartel de la drogue qui utilisait TrueCrypt. Déjà, il faut savoir qu'à la base, la création de TrueCrypt s'est faite grâce à un cartel de la drogue qui avait financé les recherches qui ont permis de créer cet outil qui a été commercialisé par la suite pour le grand public. À un moment donné, le FBI avait intercepté des données relatives à ce cartel. Ils ont essayé de déchiffrer les données, ils ne sont pas arrivés à le faire. Donc, ça a pris plus de 6 mois de recherche sans qu'ils arrivent à le faire. Quelques mois après, Microsoft vous dit, voilà, TrueCrypt contient une grande faille de sécurité. C'était le cas pour Apple, Microsoft, enfin les grands géants américains. Voilà, il ne doit plus s'installer sur nos systèmes. Et depuis cette date, on n'arrive plus à installer TrueCrypt sur des systèmes récents parce que les OS refusent l'installation de ce système parce qu'il représente une vulnérabilité très importante pour l'utilisateur. Et comme par hasard, c'est le seul outil qui représente une vulnérabilité qu'on vous empêche d'installer. Tous les autres outils qui représentent une faille de sécurité, vous pouvez les installer, mais à vos risques et périls. Par contre, celui-là, non. On veut vraiment vous protéger, on ne vous laisse pas l'installer. Ça, c'était pour l'anecdote par rapport à TrueCrypt. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous connaissez d'autres techniques à part TrueCrypt ou bien le changement d'extension d'un fichier pour pouvoir cacher un fichier? Alors, il y a Dagaji qui nous parle de NTFS et de DataStream. D'accord? Monsieur, Oui. c'est le concept de la stéganography, monsieur. Sur les images, monsieur, avec Hacker Resource. Non, on parle de cacher des fichiers. Sur des images, monsieur. On peut le faire aussi. Oui, vous pouvez faire de la stegano, à part ça. Alors, il y a des techniques vraiment rudimentaires de base. Par exemple, sous Windows, ce que vous pouvez faire, c'est compresser un fichier et lui mettre un mot de passe. C'est une technique de base. Sous Linux, vous pouvez utiliser la commande cat. Par exemple, je prends cat, un fichier qui s'appelle secret.jpg, je le transforme en vidéo.avi. Mais ça reste des techniques de base. Alors, ce que je disais, sous Linux, par exemple, cat, secret. Voilà. JPG, je transforme en vidéo.avi. Donc, mais ça reste quand même des techniques rudimentaires de base qu'un professionnel pourra très facilement retrouver ou bien récupérer les fichiers. L'exemple du fichier que nous avons utilisé pour le... Alors, il s'appelait comment déjà? Hello World. Il a suffi uniquement de regarder la taille du fichier pour avoir des doutes sur la nature du fichier. Un fichier TXT ne peut pas être aussi volumineux. Dès qu'on a ouvert le fichier, votre camarade vous a dit, voilà, il commence par un MZ. Donc, s'il commence par un MZ, donc ça ne peut être qu'un exécutable. Alors, maintenant que vous avez l'outil TrueCrypt, on va essayer de l'installer ensemble. Bon, pour l'installer, c'est simple. Un double clic. Bon, je ne vais pas vous apprendre à installer. Donc, chacun installe le fichier à son niveau. Faites install, pas extract. Hein. Bon, ceux qui sont généreux, ne faites pas de donation parce que l'entreprise n'existe plus. Hein. Une fois que vous aurez fini l'installation, faites-moi signe, s'il vous plaît. Entre-temps, je vais aller manger un truc.
Alors, c'est bon pour l'installation? Bon, je vois que de là, j'ai fini. C'est bon. Les autres, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, en attendant que les autres terminent. Donc, à votre avis, que contient le fichier aventure.txt? Une partition cachée, C'est une probabilité. j'imagine. Moi aussi, je l'imagine. Les autres? Le fichier n'a pas de signature connue, donc c'est sûrement un volume et une partition chiffrée par TrueCrypt. Mhm. Effectivement, vu la taille du fichier, il est assez volumineux, c'est 500 mégas. On remarque aucune signature connue pour le fichier, donc ça ne peut être qu'un fichier crypté. Donc, vu qu'on a TrueCrypt, qui est juste à côté, eh ben, je ne cherche pas trop à vous compliquer l'existence, on vous l'a mis à côté de TrueCrypt, donc ça ne peut être qu'une partition cachée. Alors, on va lui changer d'extension. Donc, on va renommer notre fichier. On va lui donner l'extension TrueCrypt. Donc, on va remplacer le TXT par un TC. Donc, il devient aventure.tc. On va ouvrir notre TrueCrypt. Ou bien vous cliquez directement sur votre partition. Dès que vous cliquez sur la partition après l'avoir renommée, vous remarquerez qu'il va ouvrir TrueCrypt. On va choisir un lecteur pour la montée. Bon, moi j'ai choisi le L, vous pouvez choisir n'importe lequel. Et vous cliquez sur Mount. Et là, il vous demande la clé de déchiffrement. Alors, si vous ne connaissez pas la clé de déchiffrement, vous n'allez jamais pouvoir récupérer votre partition cachée. Il faut savoir que la clé de déchiffrement est tout simplement un hash MD5 d'un mot. Bon, je vais vous donner le mot directement parce que sinon vous allez passer. Alors, je vous l'envoie par. Je vous l'écris ici. Alors, le mot de passe, c'est le hash MD5 du mot Ryu Seika. Alors, pour pouvoir retrouver le hash, allez vers votre Kali. Sur Kali, vous allez faire echo Ryu Seika. MD5 simple.
Et là, vous avez votre hash MD5 que vous allez copier et déplacer vers votre deuxième machine. Et vous allez faire OK. Dès que vous faites OK, vous allez avoir l'affichage CMyTools Aventure.c 749 mégas chiffré avec AES qui apparaît au niveau de votre machine TrueCrypt. Dès que vous avez cet affichage, faites-moi signe s'il vous plaît. On attend les autres. Donc, je répète, ce que vous faisiez, c'était echo UCK. Ça, vous le faites au niveau de votre machine Kali. Ensuite, il suffit de faire un copier-coller entre les deux machines. Chelouah, c'est bon? Oui, oui, j'ai juste eu un problème avec Kali, 2 minutes. Donc, c'est pas bon. 2 minutes. Ok. Zakaria, c'est bon? Maria? Monsieur, Oui, Bismaïl. monsieur, c'est de quoi? J'entends rien. Attendez. Non, écrivez, s'il vous plaît. Bismaïl, écrivez sur le chat directement. Maria, c'est bon? Non, il me dit un mot de passe incorrect. Ben, vous avez dû faire une erreur quelque part. J'ai la même machine, je viens de le faire, ça vient de marcher. Au pire des cas, je vous copie le hash. Voilà le hash. Je vous ai envoyé le hash via le chat pour ceux qui ont un problème avec leur machine. Comment on appelle ça? Ceux qui préfèrent l'écrire manuellement, voilà votre hash. Maria, c'est bon? Ismaël? Oui, c'est bon, ça marche. Ok. Zakaria, ça a pris du temps. Hein. Les autres, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut avancer ou je vous attends encore? Alors, quand on veut ouvrir la partition, il suffit de cliquer sur notre partition. Elle est ouverte. Alors, dans la partition, vous avez 7 dossiers. Donc, un dossier qui s'appelle Challenge, Coding, Networking, Forensic, Source, Sécurité applicative, Reverse et Système. Donc là, vous remarquerez que c'est vraiment une partition entière
avec tout ce qu'elle doit contenir, avec des dossiers, des fichiers, etc. Donc, c'est exactement un outil complet qui est à votre disposition. Bon. Je suppose que les autres, c'est bon. Alors, on revient vers le programme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, nous avons un programme qui est là. Donc, il suffit de saisir ce programme. Donc, on le compile pour avoir un exécutable. Donc, il faut toujours se mettre en tête qu'en faisant du reverse engineering, on ne dispose pas généralement du code source. Donc, tout ce qu'on possède, c'est des binaires. Qui dit des binaires veut dire un exécutable. Donc, on a besoin d'un debugger pour vous permettre de lancer le programme tout en essayant de vérifier ce qui se passe dans la mémoire, quel est l'espace mémoire occupé, quel est l'état des différents registres, qu'est-ce qui se passe dans la pile, etc. Donc, toutes ces informations, vous allez les avoir grâce à un debugger. Il faut savoir qu'il existe plusieurs debuggers sur le marché. L'un des plus connus et qu'on va utiliser, c'est Immunity Debugger. Donc, il faut savoir que Immunity va supporter plusieurs des scripts que nous allons utiliser dans notre cours. De plus, il va y avoir plusieurs scripts que vous pouvez télécharger d'Internet pour les utiliser avec Immunity. Alors, je ne sais pas si Immunity est déjà installé sur la VM. Je ne me rappelle plus si j'ai installé ou non. Attendez. Si je ne l'ai pas installé, il va falloir l'installer, tout simplement. Bon, je ne l'ai pas installé, donc il va falloir installer Immunity Debugger. Donc, Immunity, vous allez le trouver normalement dans le dossier Reverse. Il est à ce niveau-là, vous avez Immunity Debugger. Donc, il suffit de faire un double clic pour l'installer. Accepter, Next, et installer. Une fois installé, vous allez avoir une icône qui est là. Dès que vous ouvrez, vous avez votre Immunity Debugger. Est-ce que tout le monde a pu installer Immunity? Monsieur, le dossier reverse. Dossier Oui. reverse. Écrivez, s'il vous plaît, je vous entends très mal. Il est à l'intérieur de la partition cachée. Dès que vous ouvrez votre partition cachée, vous trouverez le dossier reverse à l'intérieur. Ensuite, une fois que vous avez installé, quittez s'il vous plaît le dossier reverse. Allez vers le dossier source sécurité applicative. Ismaël, si ça a marché pour tout le monde, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc, vous avez dû faire une erreur quelque part. Alors, dans le dossier source sécurité applicative, vous allez voir qu'il y a un script Python, des fichiers .rar. Donc, pour le moment, cherchez le fichier qui s'appelle stackdemo.zip. Il a une taille de 34 kg. Faites directement extract to stack demo. Et là, vous allez avoir cet exécutable.
Alors, une fois que vous avez votre fichier stackdemo.exe, allez vers Immunity, faites File, Open, et donnez-lui le chemin de votre fichier que vous venez de créer. Bon, le mien il est dans le dossier L. Source sécurité applicative, stackdemo.exe. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher à votre niveau. Est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Si quelqu'un est en retard, qu'il me prévient. Oui, Chelouah, vous êtes à quel niveau? Mademoiselle Chelouah, vous êtes à quel niveau? D'accord, si vous avez dézippé le fichier, ensuite ouvrez-le avec Immunity. Allez vers Immunity, faites Open, File, Open à ce niveau-là. Ensuite, ouvrez votre fichier, vous allez avoir cet affichage. OK. Alors, vous remarquerez que votre écran est divisé en 4 parties. Alors, la partie haute droite, donc la partie qui est là, représente les différents registres du processeur, donc vos différentes variables. Et là, vous voyez les registres dont nous avons discuté hier, EAX, ECX, EDX, EBX, etc. Donc, vous avez les valeurs de vos différents registres, vous avez la valeur de votre EIP, etc. On verra tout ça en détail par la suite. Nous avons nos différents flags, nous avons nos registres DFPU, etc. Cette partie, vous avez votre programme. Donc, c'est le programme proprement dit. Qui dit programme veut dire les instructions assembleurs du binaire exécutable que nous venons d'ouvrir. Les parties basses représentent la mémoire. Donc, vous avez d'une part l'état global de votre mémoire. De l'autre côté, vous avez votre pile. Alors, si on prend la partie haute gauche, on va commencer par cette partie pour voir un peu en détail ce qu'elle contient. Donc, nous avons une première colonne. Donc, la première colonne représente les adresses de votre mémoire. Et là, vous remarquerez que c'est des adresses qui s'incrémentent. Et chaque instruction possède une adresse. La deuxième colonne, donc celle qui est là, représente ce qu'on appelle le code opération ou bien l'opcode, donc situé à cette adresse. Donc réellement, c'est ce que le CPU est en train de lire. Donc le CPU, voilà ce qu'il lit. Il ne lit pas les instructions assembleurs telles que vous les voyez ici. Pour votre CPU, voilà comment est-ce qu'il voit les commandes. On appelle ça les opcodes ou bien operation code. La troisième colonne, quant à elle contiendra le code assembleur. Donc, il faut savoir que Immunity est un débugger dynamique. Donc, vous pouvez double-cliquer sur une instruction d'assemblage et la modifier. Donc, à tout moment, je peux prendre n'importe quelle instruction. Par exemple, si je prends cette instruction, je peux carrément la modifier. Et si je la modifie, l'exécution prendra en charge la modification que je viens d'opérer.
Et là, c'est ce qui vous permettra d'étudier d'une manière claire votre exécutable, de comprendre comment il fonctionne et comment vos modifications vont impacter ce programme exécutable. La quatrième colonne, quant à elle, c'est ce qu'on appelle la colonne des commentaires. Donc à ce niveau-là, par exemple là, c'est la fonction 1, ça c'est le main function, etc. Donc, il faut savoir que le debugger d'Immunity essaye de deviner certains détails qui concernent les instructions. S'il réussit, il va placer des commentaires pour expliquer ces détails. Si maintenant le debugger ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de supprimer les commentaires et d'écrire vous-même vos propres commentaires, toujours de la même manière en faisant un double clic. Et là, vous allez mettre vos propres commentaires pour commenter les différentes instructions si vous arrivez à les comprendre. Maintenant, si on revient vers notre partie haute droite, donc la partie qui est là, donc la partie relative au registre. Donc là, vous allez avoir tous les registres du processeur avec la valeur de ces processeurs. Alors, la première partie va afficher ce qu'on appelle les registres à usage généraux. Donc, elle va contenir des valeurs temporaires. Donc, vous vous rappelez ce qu'on avait dit au début, la dernière fois et au début, que ces registres prenaient des valeurs intermédiaires et qu'ils ne permettaient pas de stocker les valeurs. Si on veut stocker les valeurs, on est obligé de les mettre au niveau de la pile pour faire un stockage de nos valeurs. D'où l'appellation des registres à valeur temporaire. Donc là, on va les utiliser uniquement pour contrôler le déroulement de notre programme. Ce qu'il y a au milieu, alors la petite sélection qu'il y a là au milieu, donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle les registres indicateurs, ou bien communément appelés les flags, ou bien les drapeaux, que le CPU va modifier lorsqu'un événement important se produit dans un programme. Par exemple, s'il y a un débordement, vous allez avoir l'un des registres qui va signaler le débordement. La section inférieure, là, vous allez avoir les registres utilisés lors des opérations de virgule flottante. Ensuite, il faut savoir aussi que les registres vont changer de couleur du noir vers le rouge s'ils sont modifiés. Donc là, au fur et à mesure de l'exécution du programme, vous allez voir que des registres vont changer de couleur. Donc, ce qui va vous faciliter la surveillance de vos modifications. Et là aussi, vous avez la possibilité de faire un double clic sur n'importe quel registre pour lui changer sa valeur. Vous avez aussi la possibilité de suivre le changement de valeur stocké dans un registre. S'il s'agit d'une adresse mémoire valide, tout simplement en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris pour sélectionner aussi ce qu'on appelle le vidage mémoire du registre. Alors, la partie basse gauche, donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le dump. Donc, c'est au niveau de cette partie que vous avez une vue hexadécimale de la totalité du programme. Là, vous remarquez qu'elle se décline en 3 colonnes. Donc, la première colonne, c'est les adresses au niveau de la mémoire. La deuxième colonne, c'est les caractères hexadécimaux qui se situent au niveau de cette adresse. Donc, on parle de ça. Et la troisième colonne représente le code ASCII des données. Donc là, c'est les données qui sont écrites carrément en code ASCII. Donc là, vous avez la possibilité de chercher une valeur dump en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant Search for Binary String. Par exemple, si vous faites ici, faites Search for Binary String. Ensuite, vous allez introduire la valeur ASCII que vous voulez chercher dans la mémoire et c'est lui-même qui va vous trouver la bonne valeur. Maintenant, pour la partie basse droite de notre interface. Voilà. Donc là, c'est l'emplacement du mémoire sur lequel pointe ESP. Donc, vous remarquerez que ESP est affiché en haut de la fenêtre de pile. Donc, vous avez toujours ESP qui s'affiche en haut. Et là, la fenêtre est divisée en 3 colonnes. Donc, la première colonne montre l'adresse. La deuxième va montrer les données situées à cette adresse. Et la troisième contiendra toujours des commentaires. Donc, vous avez toujours la possibilité aussi de modifier les données de la pile en faisant un double clic là-dessus. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant?
Ok, parfait. Alors, le programme que nous avons tout à l'heure, c'était un programme de ce style. Donc, on avait, là, je parle du programme qu'on vient de lancer, donc le programme Stack Demo. Donc, nous avons un mail qui est à ce niveau-là. Nous avons une fonction, donc une déclaration, un appel de fonction, et la fonction qui est déclarée par la suite. Donc, si on essaie d'analyser ce qui va se passer lors de l'exécution de ce programme au niveau de la pile. Donc, on sait qu'une mémoire, c'est high memory vers low memory. Donc, quelque part, notre fonction, elle est à ce niveau-là de la mémoire. L'adresse de retour, c'est l'adresse qui, quand on fera l'appel à la fonction l'adresse de retour, contiendra l'adresse de l'instruction qui viendra juste après l'appel de fonction. Donc, c'est l'instruction suivante. Donc, au niveau de la pile, on va empiler notre adresse de retour. Par la suite, on va empiler la valeur de notre EBP. On va empiler tout ce qui est variable locale et autres paramètres qui devront être sauvegardés. Donc, voilà un peu, lors de l'appel de fonction, comment fonctionnera notre programme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. J'espère que vous êtes en train de comprendre en moi. C'est Draya. Vous êtes là? Oui, monsieur. C'est clair jusqu'à maintenant? Monsieur, j'ai pas compris. EBP et variable locale. Par contre, Pourquoi vous ne posez pas la question si je ne vous appelle pas? Rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit quand on sauvegarde l'adresse de retour. Le problème qui va se poser avec c'est qu'on ne connaît pas combien de sons on va faire. Donc, EBP est un registre qui va nous permettre de sauvegarder cette valeur. Maintenant, les variables locales. C'est les variables locales qui étaient propres au contexte qui s'exécutait avant l'appel de fonction. Donc, par exemple, avant l'appel de fonction, mes registres avaient certaines valeurs. Il faudra bien que je sauvegarde la valeur des registres. Parce que si je ne les sauvegarde pas, ils vont être écrasés par les valeurs que va leur affecter la fonction lors de son exécution. Donc, on sauvegarde toutes les valeurs des registres. Comme ça, lorsqu'on va faire appel à l'adresse de retour, on va restaurer tout le contexte tel qu'il était avant. D'accord? D'accord. Donc là, on va essayer de faire une petite démonstration de l'exécution de notre programme. Donc, on va exécuter la fonction principale. On va faire notre appel de fonction et on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle un breakpoint. Alors, qui peut nous dire c'est quoi un breakpoint? Monsieur, c'est l'emplacement dans le code source de notre programme où le développeur va arrêter l'exécution pour nous permettre d'examiner. Malheureusement, vous m'entendez? Je vous entends très mal. Répétez, s'il vous plaît. Monsieur, c'est un emplacement dans notre code source. D'accord. Pour arrêter l'exécution de notre programme et examiner les variables et les registres. Ok, parfait. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir exécuter? Alors, qui a une idée? Si je fais par exemple un run avec F9, là je vois que la totalité de mon programme s'est exécutée et je n'ai pas eu la possibilité de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez pu voir l'exécution, comment est-ce qu'elle se fait? Non. Non. Non, monsieur, vous pouvez zoomer. Donc là, si on ne peut pas le faire, donc il est plus intéressant pour nous d'essayer d'exécuter d'une autre manière. Comment est-ce qu'on pourra exécuter le programme? Exécuter pas par pas, une instruction par instruction, je crois.
D'accord? Avec le debug, monsieur, pas par contre. Et comment est-ce qu'on fait ça? Le debug, monsieur. Je vous pose la question. On est dans le debug. Je viens de cliquer sur debug, il me sort tout un menu. Comment je dois faire? Step into step over. Vous avez le menu devant vous, donc vous pouvez choisir. Est-ce que je vais faire un F7? Est-ce que je vais faire un F8? Si je fais F7, il va faire quoi? Exécuter une instruction. D'accord. Alors, je suis en train de faire mon F7, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà, je fais des F7. Exécute le programme pas à pas. D'accord. Donc, je vais redémarrer mon programme. Voilà. Alors, la première instruction de mon programme, si je regarde bien, c'est un sub EBP EC. Alors, je vais faire mon F7. Et comment, alors, la question que je vous pose, c'est à quel moment qu'il est en train d'appeler la fonction? Vous avez le code source du programme. Je vous l'ai donné tout à l'heure pour vous simplifier les choses. Alors, je vais vous afficher le code source. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée de ce que fait le code source. Alors, le code source, il est là. Donc, nous avons include, la déclaration de fonction, ensuite integer, une affectation de variable, une deuxième affectation de variable, ensuite l'appel de fonction. C'est clair, tout le monde a vu le code source? Oui. D'accord. Je vais commencer à faire une exécution pas à pas et j'aimerais bien que vous me dites à quel moment il va y avoir l'appel de fonction. Attendez. Là, je commence une fois, je fais un move, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, sixième. Je suis en train de voir que mon programme est en train de sauter d'une instruction à une autre, mais comment savoir où est l'appel de fonction? Sachez que le fait d'exécuter de cette manière, vous allez vous perdre dans beaucoup d'appels système et d'appels procéduraux. Et là, vous n'allez pas parce que là, à un moment donné, on a carrément quitté notre programme. Pourquoi est-ce qu'on a quitté notre programme? Alors, attendez, je fais un stop. Alors, je vous réaffiche le programme. Alors, vous remarquerez que dans votre programme, à un moment donné, vous êtes en train d'utiliser un pointeur. Par exemple, là, vous déclarez votre fonction principale, vous utilisez un pointeur, faites des affectations, etc. Ces affectations, ces opérations font appel à des librairies du langage, telles que standard input output.h, stdlib.h. Dites-vous qu'à chaque fois que vous faites appel à une librairie, vous êtes en train de quitter votre programme principal pour aller vers le corps de la librairie en elle-même. Si vous allez vers le corps de la librairie en elle-même, c'est que vous n'êtes plus dans le programme que vous voyez ici, que vous connaissez. C'est que vous allez rentrer carrément dans le corps de la librairie, et là, vous allez carrément vous y perdre.
Donc la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est d'essayer de lire le programme tel qu'il est. Comment vous allez le lire? Vous allez le lire grâce aux indications et aux commentaires qui sont donnés par Immunity Debugger. Donc, s'il vous plaît, essayez de parcourir le programme un peu et de retrouver votre fonction principale, elle est où? La fonction, elle est déclarée à quel niveau? Elle commence à quelle instruction? Elle se termine à quelle instruction? Où est-ce qu'on est en train de faire l'appel de fonction? Où est-ce qu'on est en train de faire les affectations? Je vous accorde 5 minutes pour ça. Monsieur, Oui, monsieur, c'est juste parce que vous m'avez dépassé tout à l'heure. Vous pouvez défiler, s'il vous plaît. Parce j'ai que je rien tiens à compris. suivre. Répétez, j'ai pas entendu. Monsieur, je ne peux pas vérifier moi-même sur ma machine parce que vous m'avez dépassé D'accord, vous à attendez cause alors. du code de scène. En attendant, vous Voilà. attendez. C'est juste que si vous pouvez défiler un petit peu. Alors, la réponse, je ne vous la donnerai pas aujourd'hui. Je vous laisserai poireauter jusqu'au prochain TP. Donc, normalement, c'est samedi, c'est ça? Oui. Nous aurons en fait, samedi, on aura cours et TP. Hein. Pour le module audit, on aura cours et on aura TP pour sécurité applicative. Et jeudi, vous allez avoir TP. Ceux qui veulent assister peuvent assister. Ceux qui ne veulent pas assister, tant pis pour eux. Donc, je vous donnerai la réponse lors du prochain cours et on enchaînera directement avec la suite. Donc, pour étudier comment se fait l'appel récursif, comment se fait l'appel de fonction, voir comment l'état des variables a changé, etc. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Je vois que certains ont déjà donné des réponses. Alors, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on arrête là pour le moment. Et on reprendra la prochaine fois. Au fait, ceux qui ont un problème avec la partition, essayez de régler votre problème et de récupérer le mot de passe correct. Pour la simple raison que vous en aurez besoin dans les deux modules, hein. Notamment pour le TP de jeudi.